Vous avez devant vous là une statue en résine patinée qui représente Bill Millin, le joueur de cornemuse qui a débarqué sous le feu ennemi en jouant de son instrument sous le commandement de Lord Lovat le 6 juin 1944 à Colville-Montgomery. Et lorsqu'il y a quelques années j'avais lu son histoire dans un ouvrage écrit par Norbert Huchdet qui parlait du commando Pégase, j'ai été ensuite intéressé par sa propre aventure. Et j'ai lu son livre qu'il a écrit et dans lequel il donne son témoignage. Alors étant moi-même joueur de cornemuse, j'avais été passionné par tout ce qu'il avait vécu. J'avais noté avec soin d'ailleurs les airs qu'il citait, qu'il a interprétés à ce moment-là. Et je ne me doutais pas que quelques années plus tard, j'aurais non seulement, du fait que je jouais de la cornemuse aussi, je me suis mis à jouer de la cornemuse, non seulement j'aurais eu l'occasion de le rencontrer, mais qu'en plus, lorsqu'il a été question d'un projet de monument, c'est mon projet qui a été retenu pour être exécuté. Donc vous avez là ce qu'on peut appeler une maquette, le projet final qui sera installé à Colville-Montgomery mesurera 2,5 fois ce que vous voyez ici. Il sera en bronze sur un socle, à l'endroit du débarquement. Donc ce qui a été très émouvant dans toute cette aventure, c'est que grâce à ce projet, le président de l'association m'a fait rentrer en contact avec Bill Millin lui-même qui vivait encore et qui était en maison de retraite dans le sud-est de l'Angleterre à Dawlish. Et on a pu échanger par mail tout un tas d'informations car j'avais besoin de détails précis concernant tout son équipement. En partant de la tête aux pieds, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y portait les brodequins normaux du militaire britannique, mais au lieu d'avoir des guêtres, il portait des puttees, des petites bandes qui retiennent les chevilles. Il avait ses chaussettes vertes avec ce qu'on appelle les flasheuses rouges. Et dans sa jambe gauche, il portait sa dague Fairbairn, qui était la dague des commandos. Et à sa jambe droite, le traditionnel skin dew qu'il avait tenu à porter aussi. Ensuite, on arrive à son kilt. Le kilt qu'il a vraiment utilisé au moment du débarquement, c'est-à-dire qu'il a joué sur la plage en kilt. Et à Dawlish, au musée de Dawlish, il a tenu à nous montrer ce kilt qui est exposé sur un mannequin, parce que c'était le kilt que son père portait à la guerre de 14 en Palestine. Et c'est pour cette raison qu'il tenait beaucoup à nous le montrer. C'était très intéressant parce que je me suis aperçu que c'était pas le tartan des Lockheed, c'est le tartan des Cameron Offerhart. Et là, il y avait simplement une épingle traditionnelle militaire, hein, c'est pas les épingles plus décorées que l'on voit dans les pipe-bands, un sporane en cuir brun. Comme équipement, comme armement, si on peut dire, il avait à la ceinture du côté droit un Colt 45. Alors ça, c'était assez exceptionnel parce qu'en principe, les soldats, ceux qui avaient des armes de poing, c'était plutôt des revolvers. Et là, c'était un Colt 45 modèle 1911 qui était plutôt réservé aux officiers habituellement. Avec une petite cartouchière reliée au ceinturon. La dragonne qui passait était une petite dragonne qui était reliée au ceinturon elle-même parce qu'il en existe plusieurs modèles. Certaines sont autour du cou, certaines sont accrochées à l'épaulette. Et là, Bill m'a dit non, elle était accrochée au ceinturon. Ici, nous voyons l'outil individuel que tous les commandos portaient avec eux, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de cette petite housse de toile, il y a un piochon
qui sert à faire sa tranchée, et là c'est un manche. Le manche de ce modèle-là peut même être équipé, en cas de combat rapproché, d'une baïonnette. Ici, vous avez le rucksack, c'est le sac à dos que tous les commandos avaient. Bill nous a dit que le sien pesait 35 kg et qu'il portait dans les sacoches des obus de mortier. Bon, c'est pas lui qui avait le mortier, mais il portait les obus pour les camarades qui avaient le mortier. Il avait aussi sa gourde, qu'il portait à ce moment-là du côté gauche, alors que sur certaines photos, on voit des soldats la porter plutôt à droite, mais lui, évidemment, vu la cornemuse, il fallait que la position de la cornemuse, il avait une position autre pour tous ses équipements. Sur ses épaules, on voit alors l'insigne du haut, c'est First Special Service Brigade, la première brigade du service spécial, qui est un insigne en fait devenu très rare à trouver aujourd'hui à cause des initiales SS, et cet insigne a été décousu très vite au débarquement. Donc il l'avait au moment du débarquement, mais après il a été ôté très vite des épaules parce que pour les gens de Normandie, évidemment, SS ça pouvait dire autre chose. Et là on a l'insigne des commandos qui réunissent les armes, on voit avec le fusil et l'encre de marine et les ailes. Et là, l'insigne de Piper. Donc ici, il est en train, je l'ai représenté au moment de mettre le pied sur la plage. Pour ceux qui le savent, lorsque on commence à jouer du pipe, c'est la jambe gauche qui démarre en premier. Donc il démarre son morceau sur la note, ici, la première note de Highland Lady, qui a été le morceau qu'il a joué en débarquant. Donc il fait la première note, il démarre. J'ai montré sur ce plan incliné qui figure la plage. Quand on remonte, bon, on voit il a le blouson traditionnel, enfin le blouson militaire britannique, le béret vert, avec l'insigne ici qui comporte une devise française, bon, qui est trop petite là pour être lue, je suis prêt, ou je suis preste, parce que c'est P-R-E-S-T. Et avec un petit bout de tartan derrière. Comme sur la housse de cornemuse d'ailleurs. Le tartan était différent de celui du kilt. Alors il faut savoir, c'est une précision intéressante et qui touche les Français, c'est que Bill Millin était vraiment un commando, donc il avait son béret vert qui certifiait qu'il avait fait le stage des commandos, et il a été entraîné au camp d'Aknakari, où se trouvaient justement les 177 commandos Kiefer qui ont connu Bill et que Bill appréciait également. Il appréciait beaucoup les Français parce que pour les Français, un joueur de cornemuse, ça les a, enfin, trouvait ça sympathique, quoi. Donc il a vraiment beaucoup d'attachement pour la France et ses amis français. C'est pour cette raison aussi que lors de son décès, il avait souhaité être incinéré, ce qui s'est fait puisqu'il nous a quittés malheureusement en août dernier. Il a souhaité être incinéré afin que ses cendres soient répandues sur la plage de Colville, enfin, ou dans l'océan, à l'endroit où il a mis le pied pour la première fois sur le sol de France le jour du débarquement où tant de ses camarades sont tombés auprès de lui. Ça prouve non seulement que il avait 21 ans à l'époque, donc les épisodes dramatiques qu'il a vécus l'ont marqué à vie, comme tous ceux qui ont vécu ces moments-là, et ça prouve aussi son attachement à ce sol. D'ailleurs, il n'était pas très loin de chez nous, puisque de Dawlish, on voyait des fenêtres de Dawlish, on voyait la mer, et la mer, à cet endroit-là, n'est pas très très loin de la France. D'accord.